L'offre de monnaie, ici, elle est déterminée dans son raisonnement par le gouvernement. C'est la quantité M1, déterminée et contrôlée par le gouvernement. Et il nous explique que le pouvoir d'achat de la monnaie est déterminé essentiellement par la quantité et l'offre de monnaie. On va voir tout de suite le schéma. Ce sera plus clair ici. Donc il nous présente ce schéma. Offre de monnaie, demande de monnaie. La demande de monnaie varie inversement avec le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que bien sûr, plus le pouvoir d'achat de la monnaie est important, moins on a besoin d'en détenir sous forme liquide, et inversement. Donc on a une demande de monnaie qui est décroissante, une offre de monnaie verticale ici, je prends le schéma de gauche d'abord, qui est contrôlé par le gouvernement, et il nous explique qu'effectivement le pouvoir d'achat de la monnaie va avoir tendance à converger vers son niveau d'équilibre au croisement des deux courbes. Si le pouvoir d'achat était supérieur, ça veut dire que l'offre de monnaie est supérieure à la demande. Donc les gens ont en fait plus de monnaie disponible, un stock de monnaie plus important que celui qu'ils demandent, ici au-dessus du point d'équilibre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépenser la monnaie. En accroissant leurs dépenses monétaires, ils vont avoir tendance donc, à augmenter les demandes monétaires de biens et donc avoir tendance à augmenter le niveau des prix, c'est-à-dire à baisser le pouvoir d'achat de la monnaie. D'accord? Donc quand on est au-dessus du point d'équilibre, eh bien on a tendance à redescendre et inversement quand on est en dessous. Donc on a un mécanisme, un processus de convergence vers l'équilibre monétaire ici entre l'offre et la demande de monnaie. Ensuite, les conséquences d'une augmentation de la quantité de monnaie sont très faciles à analyser. On déplace l'offre de monnaie, on augmente la quantité de monnaie. Et avec exactement le même raisonnement, donc le niveau des prix va avoir à nouveau tendance à se fixer au croisement des deux courbes. Et donc on voit que le pouvoir d'achat de la monnaie va baisser. La quantité de monnaie augmente, le niveau des prix augmente, le pouvoir d'achat de la monnaie baisse. À cette présentation de Gregory Mankiw, elle est quasiment identique à celle de Murray Rothbard dans Man Economy and State. Si ce n'est que Gregory Mankiw présente la demande de monnaie sous la forme d'une belle hyperbole. Donc on a un aspect, je dirais, mathématique, alors que Rothbard présente la demande de monnaie comme une fonction décroissante, mais pas une hyperbole, pas de façon rigoureuse, je dirais, une hyperbole. Donc, que ce soit Mankiw ou Rothbard, ils tracent exactement les mêmes figures. Et je me suis demandé, malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse, d'où venait ce schéma? Quel est le premier économiste qui a tracé ce schéma? Fisher? C'est possible, tout à fait possible. Mankiw ne donne pas de référence. Alors Rothbard donne une référence à Edwin Cannan, mais j'ai suivi la référence et je n'ai pas du tout trouvé ce schéma-là, donc je ne peux pas répondre exactement. Fisher, c'est possible. Il faudrait vérifier. Bon. Dans ce cas-là, ça veut dire que Fisher aurait... je suis un peu étonné. Bon, il faudrait regarder. C'est une certitude ou il faudrait vérifier? Ouais. En tout cas, Milton Friedman également utilise le même raisonnement, et donc je suppose que lui aussi se réfère à Fisher. C'est tout à fait possible. Alors maintenant, on va se tourner vers von Mises et on va voir les différences de raisonnement entre Mises et Mankiw, mais également, ce sont des différences également entre Mises et Rothbard finalement. Puisque Rothbard reprend exactement ce schéma, ça veut dire que Mises, en fait, se distingue quelque peu de Rothbard de ce point de vue-là. Alors la première différence, c'est que Mises propose un schéma purement subjectiviste. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de courbe agrégée, bien entendu, dans son raisonnement. Pour lui, il n'y a pas de niveau des prix en tant que tel. Ici, on a un niveau des prix qu'on représente, ou un pouvoir d'achat qu'on représente par un nombre unique, qu'on peut faire varier selon un axe. Ça n'existe pas du tout chez Mises. Pour lui, les fonctions d'offre et de demande agrégées, elles existent. Elles existent bel et bien, il le dit d'ailleurs. Mais il ne les utilise pas du tout dans le raisonnement. Son raisonnement est toujours basé sur l'individu et l'échelle des préférences de l'individu entre la monnaie et les autres biens. Donc on a une décision individuelle. L'individu compare sa demande de monnaie, la quantité de monnaie qu'il demande, avec le stock de monnaie dont il dispose. Et
l'inégalité dans un sens ou dans l'autre, il va dépenser plus ou dépenser moins pour restaurer son stock de monnaie. Hein. Mises fait toujours bien ce raisonnement strictement individuel et il nous explique qu'en temps normal, les décisions des différents individus ont tendance à se contrebalancer et donc le niveau des prix reste à peu près normal, à peu près identique, même s'il n'a aucune raison de rester immobile, bien entendu, mais que si des changements plus massifs surviennent, soit du côté de l'offre, soit du côté de la demande de monnaie, à ce moment-là, les individus vont réagir de façon similaire et en masse, et à ce moment-là, on aura un effet plus marqué sur le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc on a un raisonnement ici toujours strictement ancré dans l'individu et dans le subjectivisme. Il n'a pas besoin, en fait, et je pense qu'il refuserait d'ailleurs, de faire une présentation aussi agrégée, avec des axes, etc. Il trouverait que c'est trompeur par rapport aux véritables processus de causalité qui sont à l'œuvre dans la détermination du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que la théorie de la monnaie de Mises, la détermination du pouvoir d'achat, est totalement liée avec le processus de diffusion de la monnaie dans le système économique. Lorsqu'il analyse, par exemple, l'effet d'une augmentation de la quantité de monnaie, immédiatement, mais c'est presque la première chose qu'il va nous dire, cette nouvelle monnaie, elle arrive entre les mains d'individus bien précis, spécifiques. Ça, évidemment, dans ce schéma, c'est quelque chose qu'on perd complètement de vue. On va voir que les économistes standards ont effectivement totalement perdu de vue ce phénomène-là. Gregory Mankiw, dans son manuel, à aucun moment ne parle du processus de diffusion de la monnaie dans le système économique. Or, dans la perspective autrichienne, c'est un processus très important parce que ce processus déclenche une redistribution des richesses. Les premiers qui récupèrent la monnaie ont un surplus de monnaie. Pendant ce temps, les prix n'ont pas encore monté, donc leur pouvoir d'achat s'accroît. Petit à petit, la monnaie se diffuse dans le système économique, les prix ont tendance à monter, et les derniers qui récupèrent la monnaie ont vu les prix monter pendant que leur stock de monnaie, eux, n'augmentait pas, et donc ils ont une perte de pouvoir d'achat. Donc la diffusion de la monnaie dans le système économique, lorsqu'il y a une augmentation de la quantité de monnaie, opère une redistribution des richesses. Et lorsque Mankiw parle des conséquences sociales de l'inflation, il nous explique, est-ce que l'inflation appauvrit la société? Il nous dit non, puisque quand il y a une augmentation de la quantité de monnaie, les prix augmentent, oui, mais le stock de monnaie augmente aussi. Donc il y a une correspondance entre l'augmentation des prix et l'augmentation du stock de monnaie, et les niveaux de vie ne changent pas. Il oublie complètement de nous dire qu'il y a des gens qui ont des revenus fixés, par exemple, en valeur nominale, etc., qu'il y a des gens qui touchent des revenus fixés en valeur nominale. Eux, quand les prix augmentent, ils se font avoir. Bon, il y a un processus de redistribution. Même si les revenus n'étaient pas fixés, il existerait un processus de redistribution lié à la diffusion de la monnaie lorsque la quantité de monnaie augmente. Et ça, c'est quelque chose, il passe complètement à côté de ce problème et de ce phénomène. Et on verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure à travers les modèles plus techniques développés par les économistes standards. C'est quand même quelque chose de très étonnant. C'est ce qu'on appelle en économie autrichienne l'effet Cantillon, l'effet de redistribution. Donc il est connu depuis le XVIIe à peu près, ou le XVIIIe, pardon. Depuis le XVIIIe siècle. Donc ça, c'est la deuxième différence, le processus de redistribution, qui est immédiatement pris en compte par Mises et jamais pris en compte par les économistes standards. C'est quand même étonnant. Alors la troisième différence, un petit peu plus théorique, c'est que ce schéma qu'on voit ici de détermination du pouvoir d'achat de la monnaie, pour Mankiw, c'est un schéma d'ajustement donc du pouvoir d'achat de la monnaie à long terme. C'est un processus d'ajustement de long terme. À court terme, nous dit-il, le pouvoir d'achat de la monnaie ne peut pas ajuster l'offre et la demande de monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prix sont relativement fixes à court terme. Et donc à court terme, il faut passer à une théorie complètement différente de l'ajustement de l'offre et de la demande de monnaie. L'offre et la demande de monnaie s'ajustant par le taux d'intérêt. C'est la théorie keynésienne de la préférence pour la liquidité. Donc à long terme, on a ce schéma-là. À court terme, vous reprenez exactement le même schéma, mais vous remplacez le pouvoir d'achat de la monnaie par le taux d'intérêt. Puisqu'à court terme, c'est ce processus d'ajustement qui se déroule d'après Mankiw. Donc pour Mankiw, il y a deux processus d'ajustement complètement différents de l'offre et de la demande de monnaie. À court terme, par le taux d'intérêt, c'est l'explication keynésienne, et à long terme, par le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est l'explication, si on veut, friedmanienne. Donc
C'est Keynes à court terme et Friedman à long terme. Alors, dans la perspective de von Mises, tout ce schéma explicatif est fortement, doit être totalement remis en cause. Le but central de la théorie monétaire, donc, on l'a vu, c'est d'expliquer le pouvoir d'achat de la monnaie. Alors, si vous remplacez le pouvoir d'achat de la monnaie par le taux d'intérêt, bon, évidemment, vous n'expliquez plus le pouvoir d'achat de la monnaie. Bon. Mais par ailleurs, peut-on vraiment considérer que le pouvoir d'achat de la monnaie, comme on le fait dans le raisonnement keynésien, que le pouvoir d'achat de la monnaie est fixe et exogène, en fait, à court terme? À court terme, le pouvoir d'achat de la monnaie, le PPM, il est fixé, exogène. La réponse est non. Non. Mankiw nous explique que le PPM, j'emploie l'expression anglaise, donc Purchasing Power of Money, il nous dit is stuck at some level. Vous voyez, il est fixé à un certain niveau. À court terme, il est fixé à un certain niveau, il ne bougera pas. Il faudra attendre une certaine période pour qu'il puisse bouger. Alors, est-ce que c'est vrai? Je dis non. Non. Bien sûr qu'il y a dans le système économique qui est le nôtre, et plus que par le passé, des prix qui sont fixés contractuellement, par exemple des salaires ou autres. Donc, admettons qu'il y a un certain nombre de prix qui sont... Mais il y a beaucoup de prix qui ne sont pas fixés. Donc, lorsque la quantité de monnaie augmente, bon, certains prix restent fixes également, ce qui peut créer d'ailleurs des soucis d'ajustement. Mais vous avez d'autres prix, par exemple des matières premières, des produits agricoles dans certains pays, etc., qui, eux, vont pouvoir commencer à bouger immédiatement. Donc, lorsque la quantité de monnaie augmente, vous allez immédiatement avoir un effet sur le pouvoir d'achat de la monnaie, même si certains prix restent fixés parce qu'effectivement, institutionnellement, ils sont fixés. Donc, on peut éventuellement dire que dans notre système économique, le mouvement du pouvoir d'achat de la monnaie sera peut-être ralenti. Suite à une variation de la quantité de monnaie, il sera peut-être ralenti du fait que certains prix sont fixés. Néanmoins, moi j'estime qu'il va commencer immédiatement à bouger. Le pouvoir d'achat va immédiatement commencer à bouger lorsque les gens qui ont ce surcroît de monnaie vont dépenser cet argent sur des marchés dans lesquels les prix sont flexibles. Il y en a énormément. Donc l'effet va être immédiat. Là. Le pouvoir d'achat de la monnaie ne va pas être fixé, stuck at some level, comme il nous l'explique. Et en fait, dans la théorie de la monnaie et du crédit, la réduction donc de la valeur de la monnaie, qui suit une augmentation de la quantité de monnaie, est à la fois un phénomène de court terme et de long terme. Mises s'explique bien, la quantité de monnaie augmente, elle arrive entre les mains de certains individus bien spécifiques, donc elle va faire augmenter certains prix spécifiques dans le système économique, puis la monnaie va se diffuser, d'autres prix vont augmenter, etc. Et un nouveau régime de dépenses et de demandes va s'instaurer dans le système économique. Dès le début, on commence à avoir des variations, et puis petit à petit, ces variations se propagent dans le système économique. Et au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas, à moins qu'il y ait une nouvelle augmentation de la quantité de monnaie, au bout d'un certain temps, on a un nouveau schéma de dépenses dans l'ensemble de l'économie, avec l'ensemble des prix, pas forcément la totalité, mais les prix dans l'ensemble qui auront eu tendance à augmenter. Donc on a à la fois un processus de court, de moyen et de long terme. Il n'y a aucune raison de réserver ce raisonnement uniquement au long terme. Alors, le dernier point, quatrième et dernière différence, vous voyez, entre la théorie de Mises et ce schéma, quand même beaucoup trop simpliste dans sa perspective, c'est que les prix monétaires ont pour Mises une composante historique.